Pendant le génocide, les humains ont cessé d'être humains. On dit souvent que nos tueurs se sont comportés comme des animaux, mais les animaux sont bien moins cruels que les hommes. Cette phrase est celle d'une mémoire vivante du Rwanda et un témoin de l'histoire, Tarsis Sinzi, rescapé du génocide des Tutsis, ancien combattant civil qui a choisi de raconter pour la première fois son parcours dans un livre bouleversant coécrit avec le journaliste Thomas Riby. Combattre, c'est le titre de ce livre, fait le récit d'une résistance oubliée, celle de civils qui ont pris les armes pour survivre, notamment sur la colline de Issar-Songa. Une parole rare, un témoignage essentiel. Tarsis Sinzi, Thomas Riby, bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors Sinzi, parce qu'on vous appelle comme ça dans le livre, Sinzi, c'est comme si c'est un peu votre prénom, ça veut dire je ne sais pas. C'est ça? En Kinyarwanda. En Kinyarwanda. Qu'est-ce qui vous a convaincu à briser le silence et à témoigner, à raconter votre histoire pour la première fois dans un livre? Il faut que le monde sache ce qui s'est passé sur ma vie et ma santé. Et puis c'est l'histoire commune pour le pays. Thomas Riby, en tant que co-auteur, comment vous avez gagné la confiance, vous le racontez dans le prologue, comment vous avez gagné la confiance de Sinzi justement pour recueillir un témoignage aussi intime et douloureux? Je travaillais sur un documentaire qui parle aussi du génocide des Tutsis au Rwanda, un documentaire sur un couple franco-rwandais qui pourchasse des criminels rwandais cachés en France. Et puis dans le cadre de ce documentaire, j'ai rencontré Sinzi qui s'apprêtait à témoigner dans un procès contre un ancien gendarme Hutu qui a été Biguma, qui a été condamné depuis à perpétuité. Et puis bon, on a discuté. Sinzi au départ était réticent, je crois, à me raconter sa vie parce que dans le documentaire, parce que c'est des histoires compliquées. C'est difficile, je crois, pour les gens qui ont vécu cette période de parler. Et puis, à force de discuter, il a parlé un petit peu et un petit peu plus. Et puis, c'est Sinzi, ici présent, qui m'a demandé après de prendre plus de temps et d'écrire ce livre. Donc, on a parlé pendant longtemps et puis ça donne ce récit qui est important, je crois. Je crois que c'est important de rappeler, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de résistance des Tutsis pendant le génocide. C'est pour ça qu'on a fait ce livre, pour rappeler qu'il y a eu beaucoup d'épisodes de résistance. Et donc ce livre qui s'appelle Combattre, un récit de résistance, vous venez de le dire, de guerre, de mémoire. Et justement, pourquoi vous pensez que cette bataille, la bataille que vous avez menée en tant que chef de la résistance sur cette colline Issar-Songa qu'on voit juste là, donc, qui est un centre d'agronomie au sud de Kigali, près de la frontière du Burundi, pourquoi cette histoire-là de résistance est si méconnue? Pourquoi on n'en a pas autant parlé? Parce que vous étiez quand même 3400 à ce moment-là sur le haut de cette colline. Le haut de la colline, ça devait être d'ailleurs le titre original du bouquin. C'est pas dire que c'est méconnu, c'est connu par contre à l'intérieur du Rwanda. Dans le pays, mais pas en dehors, on n'en a pas assez parlé en dehors. Je dirais que c'est la première fois par la chance que j'ai rencontré Thomas. Et puis lui, il a été capable de puiser dans mon fort intérieur et de me faire sortir toute l'histoire qui m'est arrivée. Parce qu'il y a aussi de l'enquête aussi. Alors peut-être que vous avez enquêté après, vous avez vérifié les informations quand vous avez recherché par exemple vos proches qui ont disparu. Les enquêtes ont été menées et puis à la fin, comme il était sur place dans le pays, et tant que j'étais parmi les témoins, je devrais témoigner ce qui m'est arrivé, ce qui se passait dans l'Isard. Et puis Thomas, on a causé après, il m'a permis d'écrire toute mon histoire. Et voilà, le livre est sorti. Alors, ce livre retrace des scènes extrêmement difficiles à lire, des scènes de survie extrême, d'exode, mais aussi de solidarité. Comment vous avez choisi de traiter l'ambiguïté justement des personnages avec qui vous avez grandi? Je pense notamment à Aimable, votre ami d'enfance, parce qu'on voit qu'on tombe sur des Hutus qui à la fois trahissent, il y en a qui aident, et puis parfois souvent les deux en même temps. On a Aimable et Abimana, on a grandi avec lui quand j'ai eu la chance de le connaître. Son père était l'ami de mon père. Et puis on se couchait même sur le même lit. On a grandi ensemble. Quand j'ai commencé l'école primaire, je l'apprenais ce que j'apprenais à l'école. Et après, ça s'est passé ainsi. J'étais même le parrain de son fils. Et pendant le génocide. Qu'il est Hutu. Hein, il est Hutu de nature. Moi, j'étais Tutsi. Mais on était des amis à l'enfance. Et après, quand le changement a eu lieu, ils ont tourné le dos contre nous. Et vous avez réussi quand même à pardonner, enfin, il y a des passages hein, dans le livre où vous avez vraiment la haine contre certains Hutus, mais dans la dernière partie du livre, vous êtes beaucoup plus paisible avec ça.
beaucoup moins rempli de haine. Parce que quand quelque chose te passe à la normale, tu es bien, mais anormal aussi, il faut éviter à ce que la haine accapare, prenne beaucoup de chance dans ton corps. Parce que la haine, c'est quelque chose qui donne une mauvaise toxine dans ton corps. Et puis le corps est mal conçu. Au fur et à mesure que tu encaisses la haine, tu ne parviens pas à t'en sortir. Alors il faut penser au présent qui te gèle et puis préparer le futur. Parce que si tu prépares la haine, tu penses au passé, tu ne parviens pas à évoluer. Et vous avez notamment pu tenir ce discours et cette philosophie de vie grâce à deux personnes à la fin du livre. Il y en a un qui vous convainc de poursuivre vos études et un autre qui vous oui, j'avais un cousin à moi, c'était un médecin, il s'appelle Alexis Nyakairo. Quand même, après le génocide, il m'a approché, je ne savais pas si j'allais tenir à l'école. Il m'a donné conseil, me disant que si tu es ceinture noire, tiens-toi debout. On vous voit là en tenue, en ceinture noire, en fan de Chuck Norris. Tu fais l'entraînement le matin et le soir, et comme ça va te servir pour une thérapie continuelle. Et tu seras à la hauteur de tenir pour le futur. Pour le corps et la tête. Alors, loin de moi de vouloir rouvrir des plaies, mais vous avez perdu énormément de proches pendant ce mois d'avril 1994. Vous insistez beaucoup sur le rôle des femmes et des enfants. Pourquoi c'était aussi important pour vous ? Le rôle des femmes et les enfants ils nous aidaient à ramasser les pierres pour les basculer. Oui, parce que vous n'étiez pas armé, vous aviez une machette, un gourdin, et vous demandiez à tous ceux qui étaient avec vous de lancer des... C'était une technique qu'on utilisait, les mamans et les enfants allaient ramasser les pierres, les cailloux, et les porter sur les pagnes, et puis on touchait. Disons que s'il y avait un homme qui a un fusil, une affaire de 50 hommes lançaient au même coup les coups de pierre. Et puis il y avait même parmi eux les tireurs d'élite. Il n'en manquait pas une dizaine qui pouvaient atteindre l'ennemi. Thomas Reby, le livre se découpe en 3 parties. Il y a l'étau, le premier chapitre sur l'étau, où on s'aperçoit en fait que la haine anti-Tutsi des Hutus ne date pas de 1994. Il y a eu déjà des faits similaires en 59, en 63, en 90, en 91, des faits dans lesquels le père de Cindy d'ailleurs était témoin et victime. Il y a un deuxième thème, c'est la résistance, donc voilà la façon dont Cindy a combattu contre les Hutus, et puis le retour à la vie. Pourquoi avoir construit et comment vous avez construit cette narration ? Déjà, le retour à la vie, je crois que c'est super important et c'est souvent un chapitre qu'on oublie dans les histoires de génocide. Évidemment, les génocides des Tutsis au Rwanda, mais nous, ici en Europe, évidemment qu'on va faire la comparaison avec la Shoah, où souvent les histoires s'arrêtent, les récits s'arrêtent au moment où les génocides s'arrêtent, alors que tout le processus de reconstruction est, je crois, hyper important. Et il ne faut pas oublier que les gens qui sont victimes de génocide, c'est des gens qui sont souvent démolis, psychologiquement, physiquement, qui ont été blessés, qui ont été meurtris, qui sont endeuillés. Et donc, le fait de donner un exemple que Cindy raconte très bien dans ce livre, je trouve, de résilience, littéralement, de combat personnel, de reconstruction, de lutte contre ses propres démons et de survie, finalement, et de vie aujourd'hui, je crois que c'était hyper important. Après, pardonnez-moi, sur le tout début et sur la longue histoire de préparation d'un génocide, c'est aussi pour expliquer qu'un génocide, ce n'est pas spontané, surtout là-bas, et que c'est des dizaines d'années de préparation des esprits pour pouvoir convaincre une partie de la population de massacrer une autre partie de la population. Merci beaucoup Thomas Reby, merci Tarsis Sinzi pour ce témoignage et merci d'être venu sur TV5 Monde pour en parler. Donc le livre s'appelle Combattre, récit d'un résistant face au génocide des Tutsis aux éditions Talendier. Merci. Merci beaucoup. Aussi.